Et si on parlait plus ouvertement de la maladie ? Dans l'imaginaire commun, quand la santé va, tout va. Partout on valorise un corps sain qui tient la route et dont on souhaite sans cesse repousser les limites. Dès lors, quelle est notre place quand on connaît ponctuellement ou plus durablement la présence de la maladie dans notre vie ? Je suis partie à la rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent en compagnie d'une maladie, car à mon sens, poser des mots sur un sujet encore tabou, ça fait du bien. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance de Marie-Pauline, qui m'a éblouie par sa force et sa capacité à aller de l'avant. Marie-Pauline a fait une thrombose veineuse cérébrale. Il s'agit d'une forme rare d'AVC qui se caractérise par une veine bouchée au niveau du cerveau. Elle a développé par la suite des crises d'épilepsie, conséquence assez classique de la thrombose veineuse cérébrale, ainsi qu'un syndrome post-traumatique qui peut lui faire perdre ses mots, vous l'entendrez à un moment de l'épisode. Dans cet entretien, nous abordons l'importance du couple et de l'entourage, parce que si c'est Marie-Pauline qui parle, il y a une ribambelle de personnes qui sont évoquées, parmi lesquelles Thomas, son amoureux, mais également sa famille, ses amis et ses collègues qui ont joué un rôle clé tout au long de son parcours. Nous évoquons également les conséquences que peuvent avoir un traitement sur la vie quotidienne et les éventuelles limitations qu'impose la maladie. Marie-Pauline ne peut pas conduire pour le moment car elle est épileptique. C'est un sujet qui a un gros impact sur sa vie de tous les jours. Je vous laisse avec ce début d'épisode qui commence tout en douceur. Marie-Pauline évoque sa démarche pour témoigner dans l'anomalie qui n'avait rien d'évident pour elle. T'en as parlé autour de toi ? Plein de gens, en fait. Des copains, des proches, de la famille. Ça a été hyper bien. J'avais peur, ça a été hyper... Enfin, peur, non, j'appréhendais vis-à-vis de mes parents parce que c'est des gens qui sont assez discrets. Enfin, non, qui sont pas discrets, mais sur les choses importantes comme ça, qui préfèrent les garder pour eux. Et en fait, j'ai halluciné de « Ah ouais, non, mais c'est génial !» Enfin, tu vois, donc... Et tu m'avais parlé justement, on commence comme ça et puis après on reviendra sur quelque chose de plus cadré. Mais tu m'avais parlé que tu avais eu tout un cheminement au début où tu t'es dit que tu n'étais pas légitime. Ouais, c'est ça. Tu t'es vachement interrogée. Puis ensuite, on a parlé à une amie à toi, il me semble. Ouais, et petit à petit, tu t'es dit c'est OK. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu ? En fait, c'est grâce à Nassim que j'ai rencontré dans le cadre du boulot et qui est quelqu'un de bien, qui m'a parlé du podcast. Quand on s'est trouvés dans le bus un jour et qui m'a dit « Tiens, mais pourquoi tu prends le bus ?» Je lui ai dit « Je prends le bus parce qu'en ce moment, je ne peux pas conduire. » Donc, je lui explique pourquoi et il me parle du podcast et il me dit « Ouais, ça pourrait être hyper intéressant que tu participes. » Et sur le coup, je lui dis « Non, en fait, parce qu'effectivement, je ne me sentais pas légitime du tout. » Et comme d'habitude, je prends une décision comme ça à la hâte et après, je me pose et je me dis en fait, si, ça pourrait être plutôt pas mal. Et j'en parle à une amie, effectivement, à Coralie, lors d'un trajet sur un week-end entre copains. Et elle me dit mais carrément, ça serait une super opportunité et tout, d'en parler, que les gens comprennent ce que ça implique et tout. Et je me suis dit, en fait, ils ont raison. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pris contact avec toi. Et est-ce que tu peux préciser sur quel sujet tu ne te sentais pas légitime ? Parce que ça revient beaucoup au cours des échanges que j'ai, principalement avec des femmes, donc je pense qu'il y a un sujet, mais d'avoir une maladie ou un handicap qui est présent, et malgré tout de ne pas se sentir légitime pour prendre la parole. Déjà parce que ça fait partie des maladies invisibles. Ça fait partie des maladies invisibles, donc tu te dis, pourquoi est-ce qu'il faudrait le montrer ? Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le montrer ? Ensuite de ça, je me sentais pas légitime parce que finalement, ça va quand même plutôt bien. Moi, j'ai pris le parti de dire en avant, let's go, on continue, la vie continue et c'est pas grave. Justement pour pas qu'on m'en parle tout le temps, pas qu'on me demande tout le temps comment ça va, et t'en es où, et ceci et cela. Donc c'est pour ça aussi que je me sentais pas légitime, et surtout parce que ça va en fait. C'est ça qui a été vraiment l'élément qui m'a fait me dire sur le coup, je suis pas légitime en fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que si on me proposait à moi de raconter mon histoire, je serais ultra mal à l'aise et je me sentirais pas légitime. Mais c'est très délicat, effectivement, de prendre la parole quand tout va bien et de dire c'est OK, se comparer aux autres aussi. Ouais, à titre d'exemple, en fait, quand ça m'est arrivé, j'en ai pas parlé de prime abord publiquement, parce que j'avais pas pris conscience de ce qui m'était arrivé. C'est pas que j'avais pas pris conscience, j'avais pris conscience, mais j'avais pas perçu la gravité de ce qui m'était arrivé. Et le jour où j'ai fêté, entre guillemets, les 1 an, jour pour jour, je me suis assise et je me suis dit, waouh,
il s'est passé ça, ça fait 1 an, et là j'ai vraiment pris conscience, j'ai pris une claque et j'ai pris conscience de ce qui s'était passé et de tout le chemin qui y avait eu en 1 an. Donc d'abord j'ai pleuré, un bon coup, mais de soulagement aussi. Et ensuite de ça, j'ai dit, bon tiens, si j'en parlais, je fais un post sur les réseaux sociaux, qui est pas du tout, je suis pas du tout du genre à aborder des éléments vraiment très perso. Je suis plutôt du genre à rigoler ou à montrer quand je pars en voyage. Et là, j'ai fait un long texte pour expliquer ce qui s'était passé. Et les gens de mon entourage, un peu moins proches pour le coup, à halluciner en fait. Ils se sont dit, ah mais on savait pas qu'il t'était arrivé ça, et ceci et cela, et ah mais c'est quoi, et qui se sont renseignés du coup. Et je voulais pas mettre forcément la lumière sur moi, c'était pas ce qui m'intéressait, mais au moins déjà avoir une première étape pour en parler, quoi. Et comment t'expliques ce switch? C'est vraiment la date des 1 an? Ouais, C'est marrant. c'est fou. C'est vraiment les 1 an où je me suis dit, ok, ça fait 1 an. Et là, waouh, c'est vraiment ça qui a percuté. Et dans quel mood t'étais juste avant ces 1 an? Enfin, sur la période entre du coup ton AVC et la fin de cette première année. J'étais dans un mood plutôt positif, à me dire... au début même, j'étais dans le déni. J'étais dans le déni à vouloir continuer d'avoir les activités que j'ai, à vouloir faire la fête comme si de rien n'était, à vouloir continuer d'avoir un rythme assez intense. Et en fait, mon corps m'a rappelé à l'ordre, quoi. Mais ouais, j'étais plutôt dans le déni au départ. Alors c'est marrant en plus parce que la date anniversaire des 1 an, comme je te disais, j'ai pris une claque. Mais au final, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le midi, j'étais en déjeuner avec ma bande de copines, mes frangines, quoi, pour l'anniversaire de l'une d'elles. Et le soir, je faisais la fête avec d'autres copines. On faisait un revival d'un enterrement de vie de jeune fille qu'on avait fait quelques mois auparavant. Et je me suis dit, ok, bon, ouais, c'était il y a 1 an, mais d'un autre côté, tu prends une claque, mais t'es trop occupé, comme je l'avais dit sur le post que j'ai fait sur les réseaux, t'es trop occupé à en profiter. Et ça a pris le dessus, et ça, j'ai trouvé ça quand même hyper cool, quoi. Ouais, c'est super joli le moment où tu te rends compte que c'est une partie de ta vie, mais c'est pas du tout l'ensemble, et que t'es très heureuse à côté. C'est pas ce qui me représente en fait. Ça fait partie de moi, mais c'est pas ce qui m'incarne en fait. Oui, non, je suis d'accord. Juste pour peut-être pour expliciter un peu le déni, ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai eu 7 ans de déni, donc c'est long. Et il n'y a pas de règle. Je pense qu'on l'accepte à un moment où on est prêt. Et puis même, je suis pas certaine que le terme accepter soit le bon. On apprend à vivre avec et à continuer à vivre. Et c'est un moment qui est super touchant. Bon, du coup, c'était ma stratégie de commencer sur un sujet un peu deep. On revient quand même en arrière. Les auditeurs ne te connaissent pas. Moi, je te connais assez peu. On a fait une petite visio juste pour échanger, apprendre un petit peu à se connaître et voir si on s'entendait. Pour faire cet enregistrement, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Marie-Pauline. J'ai 36 ans, je vis à Limoges. J'ai une vie bien remplie. J'ai un métier qui est passionnant. Donc, c'est pas ce qui m'incarne non plus, quoique. Mais j'ai un métier passionnant. Je travaille sur tout ce qui est relations publiques, relations entreprises pour le numérique et pour l'innovation, notamment pour la French Tech en Limousin. Je suis fan de mon territoire, du Limousin. Je suis très attachée à ce territoire et j'en suis très fière. Je suis aussi en couple avec un mec extraordinaire qui s'appelle Thomas, qui est aussi accessoirement mon mari. Et on partage notre vie avec Diplo, notre chat. Et voilà, on adore les voyages, on adore sociabiliser avec les êtres humains et rencontrer plein de gens et découvrir plein de nouvelles choses. Tu es très constante dans ta description, puisque c'est les mêmes éléments. J'ai relu ce que j'avais noté ce matin et tu t'étais décrite comme chauvine. Tu m'as parlé de sport en plus. Oui, je suis fan de sport, mais devant ma télé en fait. J'ai pratiqué le basket en bon limougeot qui se respecte. J'ai pratiqué le basket pendant quelques années, pendant une dizaine d'années. Mais je suis issue d'une famille de sportifs sur plein de sports et particulièrement des sports collectifs. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que ça m'a forgé à travailler en équipe,
C'est hyper important, et avoir des valeurs, et sur plein de sports différents dans la famille. Donc c'est ça qui est aussi important. Je suis très très attachée aussi à ma famille proche et à mes amis qui deviennent la famille. Oui, c'est totalement ce que tu m'avais dit. Tu m'avais parlé de ton chat, que tu m'avais présenté, de Thomas, de tes amis, tout ça. Donc trop intéressant. Pour poser un petit peu les bases quand même de la discussion et que pour les auditeurs et auditrices comprennent bien, est-ce que tu peux nous préciser quel a été ton parcours au cours des dernières années, et notamment en termes de santé ? En termes de santé, donc il y a bientôt 2 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une thrombose veineuse cérébrale, qui est une forme d'AVC. Je n'étais pas prédisposée à ça, j'ai eu mal à la tête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années auparavant, j'avais fait de l'hypertension intracrânienne. Pareil, j'avais mal à la tête, je voyais pas très très bien. J'avais été suivie du coup avec un traitement et que j'avais arrêté progressivement. Donc c'était un peu derrière moi. Ouais, j'avais 27 ans quand ça m'est arrivé, tu vois, donc c'était il y a quelques années quand même. Et là, donc il y a 2 ans, j'ai mal à la tête, vraiment très fort. Et vu que j'avais fait de l'hypertension intracrânienne, j'étais quand même assez vigilante là-dessus. Malheureusement, mon médecin traitant était décédé. Donc, je me suis dirigée vers SOS Médecins. J'ai vu deux fois SOS Médecins. Les 2 fois, donc, ils m'ont dit que c'était une sinusite et ils m'ont prescrit du Doliprane. Détail qui a son importance. Et alors que moi, ce que je voulais, c'était seulement une ordonnance pour aller passer un IRM, parce que je voulais pas aller aux urgences, encombrer les urgences, dans un contexte de Covid, qui plus est. C'est pas dans mon tempérament de dire, pour un oui ou pour un non, je vais aux urgences, quoi. L'encombrement, vu le contexte qui plus est, ça m'intéressait pas. Finalement, donc, j'ai la fille de mon médecin traitant qui reprend la patientèle et que je vais consulter, et je la remercierai jamais assez, que je vais consulter, qui me prescrit effectivement cette ordonnance pour aller passer cette IRM. Et je le passe à la clinique à Limoges, et là, à la clinique, ils me disent, bon là, vous montez dans cette ambulance et puis vous allez tout de suite à l'hôpital, parce que vous faites une thrombose veineuse cérébrale. Donc c'est un caillot dans le sang, dans le cerveau. Alors justement, tu vois, si j'ai du mal à trouver mes mots là-dessus, c'est parce que j'ai fait aussi un peu un reset, et qu'il y a des mots que j'ai du mal, qui peuvent être bénins, comme AVC, comme thrombose, ou je les trouve plus. Et tu vois, je ne pourrais même plus te donner la définition d'une thrombose veineuse cérébrale, parce que j'ai fait un reset complet. Ça, je pense que le cerveau a fait ses choix, quoi. Bref, vous irez chercher la définition d'une thrombose veineuse cérébrale par vous-même. Donc, effectivement, on me dit qu'il y a une ambulance qui est prête. Moi, je veux rentrer chez moi d'abord pour récupérer un legging et des bouquins. Donc, je prends ma voiture, ce qui était totalement irresponsable, mais fallait que je le fasse. Alors, pour l'anecdote, je ne sais pas si je te l'avais dit quand on avait échangé, mon papa a fait un AVC il y a quelques années, et il avait voulu conduire pour aller aux urgences. Et je l'avais engueulé très fort. Mais en fait, j'ai fait la même chose. Je pense que c'est des moments où on est en pilote automatique et il n'y a rien de rationnel. Exactement. Certains diront que je suis la fille de mon père. Et donc toujours est-il que je rentre chez moi pour récupérer ce fameux legging et ces bouquins. Et je me retrouve hospitalisée. On m'hospitalise aux soins intensifs. Je ne prends pas conscience de la gravité de ce qui se passe. Et j'y reste 15 jours au total. Je remercierai jamais aussi l'équipe, le personnel soignant à ce moment-là, qui ils ont été formidables. Ils ont été hyper bienveillants. Comme ils me le disaient, nous, on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un de votre âge, en fait, donc on va bien s'occuper de vous. Je dis pas qu'ils s'occupent mal des autres personnes, mais pour le coup, pour eux, c'était pas la normalité. Et voilà, et du coup, après, je suis sortie avec un traitement anticoagulant. Et juste pour l'anecdote, un interne, je lui ai demandé au moment de sortir combien de temps j'allais être en arrêt de travail. Et il me dit, ce sera à peu près 6 mois. Et là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit non, non, c'est pas possible. Étant donné que mon emploi fait partie de mon équilibre et que c'était trop important que je puisse retrouver tout de suite une vie normale, entre guillemets. C'était inenvisageable pour moi que je puisse être arrêtée, à passer les journées dans mon canapé, à attendre que ça passe, quoi.
Donc du coup, je suis rentrée chez moi et je me suis pas arrêtée de travailler. Par contre, j'ai un directeur, Raphaël, qui est quelqu'un de formidable et qui m'a dit « Ok, ma grande, tu vas faire 1 mois en télétravail histoire que tu reprennes ton rythme. Si tu es fatiguée, tu te poses, tu fais une sieste, tu vas vraiment à ton rythme et tu reviendras au fur et à mesure en présentiel. » Et voilà, ça s'est passé comme ça pour un retour à la vie active. Et comment ça s'est passé cette période durant laquelle tu as repris le travail? Est-ce que tu avais des séquelles ou des difficultés justement à retrouver toutes tes capacités, peut-être de concentration? Non, j'avais donc un traitement anticoagulant. Le traitement anticoagulant, lui, par contre, a été vraiment très très invasif. Avec, il fluidifie, comme son nom l'indique, ça fluidifie le sang. Donc sur des périodes menstruelles, c'était très 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 compliqué, très très compliqué à gérer, très fatigant, vraiment très complexe. Pareil sur des situations où tu bois un verre avec des amis, comme ça fluidifie le sang, tu te retrouves dans des situations où tu te dis attends, j'ai bu 2 verres, j'ai l'impression d'en avoir bu 12. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois l'idée. Et je me suis retrouvée dans des situations vraiment un peu difficiles par rapport à ça. Fatiguée un petit peu plus, mais sans plus. Donc, ouais, c'est surtout sur l'aspect anticoagulant, traitement qui était pour le coup assez invasif que j'ai vu du changement. Et puis, oui, après, ça a été un retour à la normale, si je dirais, assez progressif, quoi. Mais ouais, plutôt le traitement qui a été complexe. C'est vraiment une chance d'avoir une personne, enfin ton directeur du coup, qui a été si conciliant, à l'écoute et qui a fait en sorte de respecter ton équilibre, tout en te donnant la possibilité justement de retravailler. Alors dans un contexte professionnel, effectivement, oui, c'est quelqu'un qui humainement est très très bien. J'ai aussi surtout la chance d'avoir eu Thomas qui a été d'un soutien, et qui l'est toujours en fait, d'un soutien assez important. Justement, et d'une pour que les choses reprennent leur cours, que j'y aille à mon rythme. Il est là-dessus, sur plein d'autres choses, mais particulièrement là-dessus, il a été assez incroyable parce que la part du conjoint, elle est quand même assez difficile à gérer, je pense. Ouais, justement, c'est une des choses qui m'avait marqué lors de notre discussion, c'est que tu parlais bien sûr énormément de lui, mais que vous aviez l'air de former un binôme de choc. Tu m'as notamment dit, là je prends un peu d'avance sur la suite de la discussion, mais qui savait faire le distinguo entre de potentielles crises d'épilepsie et ton stress post-traumatique, et qui t'aidait vachement en plus dans ta vie quotidienne. C'est parfois assez délicat de partager avec quelqu'un le fait qu'on a une santé défaillante. Comment est-ce que vous avez réussi un petit peu à surmonter ça ? Ce qu'il faut savoir déjà, et là où moi je suis assez admirative, c'est que quand j'étais hospitalisée, les gens n'osaient pas trop prendre contact avec moi. Enfin, certains oui, mais les gens, du coup, l'appelaient lui en fait. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'était période de Covid, j'avais le droit à 1 visite par jour d'une personne pendant 1 heure maximum. Donc bon, déjà, il fallait faire un choix entre mes parents, mon frère. Oui, j'ai un petit frère d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, qui est aussi au top, Pierre. Mais il fallait faire un choix entre mes parents, mon frère, Thomas. Donc du coup, c'est Thomas qui prioritairement venait me rendre visite. Ensuite de ça, ce qui se passait, c'est que il faisait sa journée de travail, il venait à l'hôpital, qui est à l'opposé du site où il bosse, et le soir, il fallait qu'il fasse compte rendu à l'ensemble des proches, et qu'il gère aussi, tout le reste. Donc ça a été assez compliqué. Mais après, oui, au quotidien, il m'a aidé à faire en sorte que la vie soit normale, que les choses reprennent leur cours, que je revienne à un rythme classique. Mais pour autant, lui, à percevoir, par exemple, tiens, là, tu t'es fatigué, donc là, viens, on s'en va, on rentre à la maison, ou fais attention, là, tu vas être en difficulté. Donc, être vraiment très, très à l'écoute. Et ça, je lui en suis très, très reconnaissante. Oui, effectivement, c'est un peu essentiel quand on a des maladies notamment
qui sont rien que le stress ou la fatigue, et parfois on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte que ça va pas, et d'avoir quelqu'un qui est à côté et qui nous dit lève le pied un petit peu, ça va aller, Ouais, c'est ça. essentiel. Totalement. Et actuellement, ta vie quotidienne, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu es impactée par ton AVC? Alors, oui, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pris un traitement anticoagulant qui a été très invasif pendant 1 an à peu près. Et ensuite de ça, donc je l'ai arrêté progressivement. J'étais quand même assez contente de ça, parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais guérie. Et ben, échec. Échec en quelque sorte, parce que quelques temps après, j'ai fait une crise d'épilepsie. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais qui étaient pas des grosses crises comme on peut en connaître traditionnellement, mais jusqu'à en faire une grosse où je suis tombée de ma chaise au sens propre du terme. Hein, voilà. Et là, je me suis retrouvée donc avec un traitement antiépileptique. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait donc, des crises avant, mais qui n'étaient pas, comme je te dis, des crises traditionnelles avec des tremblements et tout. J'en avais parlé au neurologue qui me suivait à l'époque. Il m'avait dit qu'il y avait de grandes chances que ce soit du syndrome post-traumatique. Donc moi, je l'ai écouté. Et puis vu que ça m'arrangeait bien d'avoir du syndrome post-traumatique plutôt que de la crise d'épilepsie, on va pas se mentir. Et donc j'ai fait cette crise d'épilepsie et je me suis retrouvée avec un nouveau traitement, cette fois-ci anti-épileptique. On m'a expliqué que c'était une conséquence assez classique de l'AVC, de faire de l'épilepsie. Sur le coup, je me suis dit, merde, pourquoi moi Voilà, la poisse. Et au final, donc j'ai eu ce traitement-là. J'ai eu un premier traitement pareil qui a été assez complexe à gérer. Mais le gros sujet de l'épilepsie, c'est l'interdiction de conduire. J'adore Limoges. Il y a les transports en commun, mais on n'est pas dans une grande ville. Donc c'est un petit peu plus difficile de pouvoir circuler. Quand on n'est pas véhiculé, ça peut être un petit peu plus complexe. Donc c'est pour ça que, ouais, là aujourd'hui, ce qui m'impacte le plus, c'est l'incapacité de pouvoir conduire. Particulièrement dans mon métier où je suis amenée à me déplacer. Pour l'instant, je peux pas, donc c'est un peu frustrant parfois. Évidemment, on peut prendre le train. Certains Limougeaux qui m'écouteront comprendront les difficultés qu'il peut y avoir avec le train. Je n'irai pas plus loin afin de ne pas créer de débat houleux. Mais ouais, ça a ce côté un peu frustrant parce que des fois, je suis sur des distances où je peux pas prendre le train et des distances qui sont trop courtes, mais pour autant, je suis obligée de prendre la voiture. Ça, c'est vraiment la chose qui m'impacte le plus et c'est une organisation à avoir qui est un petit peu plus importante. J'avais entendu dire qu'au bout d'un certain temps, d'un laps de temps sans crise, tu pouvais recommencer à conduire. 1 an. Okay. Et ton traitement anti-épileptique est censé faire cesser toutes les crises ou réduire la fréquence? Là, pour l'instant, ça a fait cesser les crises, ouais. Ce qui m'arrive maintenant, en ce moment, c'est soit du syndrome post-traumatique, effectivement, ou j'ai ce qu'on appelle des absences où je trouve pas mes mots, comme je te dis, je pioche sur le mot épilepsie, par exemple. Je me suis retrouvée une fois avec ma maman en voiture, justement, qui me véhiculait pour aller à un endroit. Je lui dis, maman, mais tu sais, là, ce que j'ai fait, ce qui me fait trembler, alors que c'est un mot que j'ai pu répéter des dizaines de fois par jour, mais je le trouvais pas, quoi. Ou des absences où je me retrouve à plus pouvoir articuler, plus pouvoir parler. Où ça, c'est un petit peu plus compliqué, particulièrement quand c'est dans un contexte pro. Mais ça s'est vraiment calmé avec le traitement que je prends aujourd'hui. Par contre, ce qui m'arrive de temps en temps, c'est ce qu'on appelle du déjà-vu. Une situation que tu te dis, je l'ai déjà vécu, je l'ai rêvé, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est trop bizarre. J'ai vu ma neurologue en début de semaine, il y a quelques jours, et je lui explique, ouais, j'ai l'impression d'avoir rêvé une situation... Tu sais, tu dis ça, t'as l'impression d'être un peu honteuse, quoi. Elle me dit, mais elle va dire que je suis folle, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, c'est elle qui met le mot dessus, qui dit, ah oui, c'est du déjà vu. Ah, ok, bon, déjà, elle en plus, elle arrive à mettre un mot là-dessus. Et du coup, je suis allée, elle rebondit pas dessus. Donc je me dis, bon, si elle rebondit pas dessus, c'est que ça doit pas être important. Et donc j'ai fait ce qu'il ne faut évidemment pas faire, c'est aller sur Google et taper déjà vu neurologie.
Bon, j'ai été rassurée en quelque sorte parce que j'ai lu que c'était surtout quelque chose qui impactait les personnes qui avaient fait de l'épilepsie. Donc je me suis dit, ok, c'est classique. Je dirais pas que c'est normal, mais c'est classique. Donc ça m'a rassurée aussi sur la gravité entre guillemets du truc, quoi. J'ai trouvé ça rassurant, ouais. C'est marrant, j'ai déjà fait du déjà vu, enfin ça m'arrive assez souvent. C'est assez perturbant, hein. C'est bizarre comme sensation, mais ça me semble pas invalidant. Ça l'est pour toi? Non, ça n'est pas invalidant, c'est perturbant. Sur quelques secondes, tu te retrouves un peu perdu, mais non, c'est pas invalidant. Ça, c'est une certitude. Je suis pas sûre de bien maîtriser ce qu'est le syndrome post-traumatique. Est-ce que c'est quelque chose en lien avec la psyché ou est-ce que c'est quelque chose de neurologique? Donc pour toi, ça se matérialise sur le fait que tu perds tes mots et que tu as ces moments de bug en fait. Ouais, c'est ça. J'en ai aucune idée parce que j'ai pas voulu. Oui, non, j'ai pas voulu. On va mettre les mots là-dessus. J'ai pas voulu aller chercher plus loin. J'en ai discuté avec une copine il y a pas longtemps qui me disait que elle avait fait du syndrome post-traumatique suite au décès de sa maman et qu'elle avait été suivie pour ça. Elle m'a dit quand tu veux, je te donne les coordonnées de la personne et quand tu veux, tu vas voir cette personne. Il faut juste que je passe le pas, je pense, ou pas, on verra. Pour l'instant, j'ai pas voulu m'en préoccuper parce que, pareil, hein, question de légitimité. Enfin, tu sais, tu te dis toujours le syndrome post-traumatique. Au début, j'étais là, mais mince. Enfin, j'ai pas vécu d'attentat, j'ai pas vécu, de situation. C'est pas grave, quoi. Donc, je comprenais pas pourquoi je faisais du syndrome post-traumatique. Mais après, je me disais. Surtout ça, j'ai pas vécu d'attentat, de braquage, que sais-je, d'accident, de la route, et donc non, c'est pas, je suis pas légitime à traiter ça. Et après, j'y ai réfléchi, j'en ai parlé avec Thomas qui me dit non mais attends, t'es allé à l'hôpital pendant une période quand même assez longue, et surtout t'as pas percuté ce qui t'était arrivé. T'étais dans le déni. Donc effectivement, à un moment donné, tu prends une claque, et c'est là où tu fais du syndrome post-traumatique. Et il faut que tu arrives à le gérer. Il faudrait peut-être que je passe le pas. Mais oui, effectivement, pour répondre à ta question, c'est du bug, où tu trouves pas tes mots, t'es un peu perdu. Et sur des mots tout bêtes, moi ça m'est arrivé en réunion où j'arrivais même plus à dire le nom de la structure pour laquelle je travaillais, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais j'étais avec des gens qui ont été très bienveillants et qui m'en ont absolument pas tenu rigueur. On avait parlé justement lors de la visio et moi je pense que j'ai projeté la manière dont j'aurais réagi à ce moment-là, donc un stress énorme et l'envie de se cacher dans un trou de souris. Et tu m'as plutôt dit que tu réagissais très calmement et que tu arrivais à verbaliser en fait ce qui se passait. Oui, du coup, ce qui se passe quand ça s'est passé, en fait ça s'est passé 2 fois en réunion. La première fois, je pense que c'était vraiment une crise d'épilepsie, où je cherchais mes mots, où j'étais un peu désorientée. Et ça, c'était avant justement que je fasse une grosse crise d'épilepsie. Et la deuxième fois, donc, je refais cette réunion avec les mêmes interlocuteurs, même situation, pas la même salle, mais vraiment même contexte. Et au moment où c'est à moi de prendre la parole, je pense que là, j'ai fait du syndrome post-traumatique parce que j'ai eu peur de revivre la même situation que la fois d'avant, qui s'était passé quelque chose comme 2 ou 3 mois avant. 3 mois avant. Donc là, j'ai bugué, on va dire. Et là, du coup, j'ai pris le parti de, autant la fois d'avant que cette fois-là, et entre les deux, que les interlocuteurs qui étaient à cette réunion, ceux que j'apprécie le plus, pas tous, ils se reconnaîtront, ceux que j'apprécie le plus. Mais j'ai pris le parti d'en parler, de leur dire, voilà, si il se passe ça, c'est parce que ça, et pour ça, et pour ça. Pour que les gens comprennent ce qui se passait, et que si jamais ça se reproduisait, qu'ils puissent réagir ou ne pas réagir, ou ne pas s'inquiéter. En fait, de prime abord, si j'en ai parlé, c'est que j'avais peur qu'ils pensent que que je me décomposais, ou que... manque de professionnalisme, on va dire. C'était vraiment ça de prime abord, alors qu'en fait, non, mais et c'était un peu absurde de penser ça.
Mais c'est ça qui m'a travaillé. Et voilà, et du coup, quand on parle avec les gens ensuite, ça roule en fait. J'ai l'impression que tu as un rapport quand même très apaisé aux choses. En tout cas, c'est pas évident pour tout le monde d'en parler. Je vais mentionner un exemple. Il y a une personne que j'ai rencontrée parce que j'ai eu des cours sur ma maladie. Et on s'est revus pour parler. Et il a un traitement, Tecfidera, qui génère des bouffées de chaleur. Donc il doit prendre son traitement 2 fois par jour. Et 2 heures plus tard, il a des bouffées de chaleur et il devient tout rouge. Donc assez bizarre. Et lui, il ne veut absolument pas en parler au travail. Mais ce qui fait qu'en fait, il y a des moments où il est au bureau, il devient tout rouge et ses collègues ne comprennent pas et lui disent mais que se passe-t-il? Et donc il va se cacher aux toilettes le temps que ça passe. Ça arrivé plusieurs fois et a priori il va pas en parler. Ce que je comprends tout à fait, il y a pas de sujet. Toi, je trouve que tu as du recul. Tu te dis je veux pas qu'on croie que je suis pas professionnelle et t'expliques calmement aux gens et en plus là tu dis soit ils réagissent pas donc t'as pas d'attente. Alors, tu as employé le mot apaisé. Je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui n'est pas du tout apaisé. Je suis quelqu'un de très stressé, de très anxieuse, totalement l'inverse. Mais c'est pas tant une question d'être apaisée, mais c'est plutôt une question d'être franche. Enfin, c'est pas de la franchise, c'est de l'honnête. Enfin, pour moi, c'est de l'honnêteté en fait. C'est une forme d'honnêteté de parler de tout ça aux gens. Pour que les gens sachent comment appréhender. Mes collègues, par exemple, j'ai une super équipe qui me dit ok, les fois d'après, on fait une réunion. Si tu fais une réunion, on la fait ensemble. Comme ça, si jamais ça va pas, tu nous fais un signe ou tu nous tires la manche. Comme ça, on prend le relais pour pas te mettre en difficulté. Et du coup, les gens sont aussi prévenants. Non, je suis pas du tout apaisée, mais je suis très très stressée, très anxieuse, mais j'ai pris le parti, voilà, c'est plutôt une forme d'honnêteté, je trouve. Je trouve que c'est très important en fait de prendre la parole, de verbaliser. Tout le monde n'y arrive pas et il n'y a pas de sujet à propos de ça. Est-ce que toi, tu as eu des étapes dans le fait de pouvoir en parler autour de toi? Est-ce qu'avec ta famille, ça a été un sujet à un moment? Et puis maintenant, tu arrives à en parler. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu ne parles pas? Non, j'en parle assez librement en fait. Alors, je vais donner un exemple très, très, très bête, assez drôle si je puis dire. Quand je me retrouve dans des situations spécialement professionnelles, et que je dis non, je peux pas, désolée, je peux pas venir à tel événement par exemple parce que je peux pas conduire. Et les gens, tu sais, ils sont là, il peut pas conduire, pourquoi alors qu'elle conduit d'habitude, tu sais, il y a toujours la première réaction des gens, c'est de se dire elle s'est faite contrôler par la police, elle avait bu un verre de trop, du coup elle a une suspension de permis, et en fait j'anticipe là-dessus et je dis non mais il y a pas, c'est pour des raisons de santé parce que j'ai fait de l'épilepsie. Et généralement ils font ah d'accord, ok. et ça c'est assez drôle. Donc oui, je te disais, effectivement, j'ai pris le parti d'en parler et avec ma famille, on en parle, même si y a pas mal de pudeur du côté de ma famille. Mais quelque chose, par contre, que j'ai appris, et ça, c'est ma maman qui m'a toujours inculqué ça, c'est ce qui t'arrive dans la vie, faut pas que tu prennes ça comme des échecs ou comme des difficultés. Ça s'appelle l'expérience. Et tu te nourris de ça pour avancer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours retenu, que je distille ça et là aux gens autour de moi et que j'essaye de m'appliquer aussi. C'est ne pense pas que c'est un échec, ne te mets pas ça sur les épaules en disant non, j'ai pas réussi ou oh, il m'est arrivé ça, à t'en plaindre. Ne te plains pas de ce qui t'arrive, mais considère que c'est de l'expérience et que c'est quelque chose qui va te faire avancer. Ouais, ça c'est hyper important. Et du coup, on en parle ensemble. Mais il y a quand même une forme de pudeur, mais c'est surtout, on en parle ensemble dans le sens où va de l'avant. Et du coup, tu dirais que... Est-ce que ça a eu un impact, tout ce qui s'est passé? Je présume que oui, quand même, sur la manière dont tu te positionnes. Je donne un exemple. Mon père a vécu les mêmes choses que toi, avec 25 ans de plus que toi. Donc il a fait un AVC, et puis 2-3 ans plus tard, il a fait une crise d'épilepsie assez violente pour le coup. Et en fait, il s'est rendu compte... qu'il avait une fin potentielle, qu'il était potentiellement défaillant.
Et pour l'instant, je crois qu'il n'est pas du tout au clair avec ça et que c'est extrêmement dur. Toi, est-ce que ça te nourrit justement? Tu as beaucoup mentionné au début et au cours de notre visio le fait de vouloir aller de l'avant, de rester positive et de prendre ce qui allait. C'était le cas avant ou ça a exacerbé les choses? Ça a toujours été comme ça. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, de positif ou de négatif, ça te nourrit pour aller de l'avant. Et ouais, c'est une fierté de considérer, d'avoir cette force, je trouve. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part de parler de force, mais à un moment donné, on va dire les mots, quoi. Et de me dire, c'est quelque chose qui me permet d'aller de l'avant et tout ce qui t'arrive. Et ça, merci maman. Ouais, c'est de l'expérience et fais-en une force et va de l'avant. Ne regarde pas en arrière. Si, regarde en arrière sur ce qui s'est passé un petit peu, mais va de l'avant. Il y a un sujet qu'on a juste touché du doigt au début, c'était le rapport au monde médical. Tu as parlé donc de ces 2 médecins qui n'avaient pas du tout saisi ce qui se passait et un petit peu de ta neurologue. Est-ce que tu as toujours eu le sentiment d'être entendue dans ce qui t'arrivait ou au contraire, tu as eu des moments un peu d'errance où tu t'es inquiétée et tu as dû chercher des informations en plus? Donc effectivement, au tout début du processus, on va dire, je n'ai absolument pas été écoutée par le corps médical. Pour l'anecdote, l'un des médecins donc de chez SS Médecins avec lequel j'ai pu échanger, quand je lui disais que j'avais mal à la tête, que c'était très très douloureux et que je voulais un IRM, m'a simplement fait une leçon de morale sur le fait que j'étais fumeuse. Il m'a fait une leçon de morale en disant qu'il fallait que j'arrête le tabac. J'étais là, moi, je veux passer un IRM. Arrête de me parler de la clope, je sais que c'est pas bien, laisse-moi tranquille avec ça, fous-moi la paix, fais-moi passer un IRM. Donc avec un discours hyper moralisateur, ce qui a été assez compliqué. Ensuite de ça, j'ai mon médecin, celle qui est restée mon médecin traitant, le docteur Clément, qui elle a été très à l'écoute et qui est vraiment quelqu'un de bien pour qui j'ai énormément de respect et de gratitude. Et ensuite de ça, je fais ça un peu dans l'ordre chronologique, mais c'est qu'il y a des étapes en fait. Donc j'ai été, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été hospitalisée et là c'est l'ensemble du personnel soignant qui a été incroyable, à l'écoute, très bienveillant. Ils m'ont beaucoup aidé à ce que les choses se passent bien, façon de parler, mais du mieux possible. Pour te donner un exemple, quand je suis sortie des soins intensifs et que j'ai été hospitalisée au service neurologie, ils ont fait le nécessaire, ils n'ont pas pu y arriver, mais pour que je sois seule en chambre, parce qu'ils voulaient que je sois seule en chambre et pas avec d'autres patients qui, comme on le disait tout à l'heure, sont un peu plus âgés et ont des pathologies et pour lesquelles le quotidien est très très différent du mien. Du coup, ils n'ont pas pu y arriver, mais je sais qu'ils ont fait le nécessaire pour que ça se passe. Donc c'est pour ça que aussi je suis assez reconnaissante. Je me suis retrouvée dans une situation avec un professeur qui pour le coup a toute l'approche du professeur, le cliché qu'on peut connaître, avec 12 internes derrière, à me considérer, à ne pas considérer que je suis un être humain, bref, compliqué. Et ouais, après, il y a eu un autre médecin, un jeune interne, qui a été pareil, très moralisateur, et m'a pas fait comprendre, c'est pas le mot exact, mais m'a dit des mots qui m'ont fait, moi, que j'ai interprété comme tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. La façon dont il disait, je l'ai perçu comme ça. Parce que la contraception, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le contraceptif, donc la pilule que je prenais, a priori, est l'une des principales causes de la thrombose veineuse cérébrale, plus le tabac. Et ouais, du coup, je l'ai interprété, c'est de votre faute. Et ça, j'ai trouvé ça terrible. Et je me réentends, je me revois en train de pleurer, à appeler Thomas, à appeler ma mère, mes parents, en disant « il a dit que c'était de ma faute ». Une belle empathie. Totale. Voilà. Surtout que ta contraception, a priori, elle est prescrite par un médecin, donc t'es pas responsable. Non, c'est ça. Voilà. Mais donc, oui, du coup, il y a eu différentes étapes, différentes personnes. Là, la neurologue qui me suit aujourd'hui
et très à l'écoute et pareil, quelqu'un pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Alors, moi, on m'avait pas dit que j'étais responsable, mais je me rappelle de ce moment où, à l'hôpital, en fait, le médecin fait sa tournée. Donc, il est dispo qu'à certaines heures. Et moi, c'était pour m'annoncer que j'avais une sclérose en plaques quand même. Et j'avais 20 ans et j'étais seule et mes parents étaient pas là. Et il me l'a annoncé en regardant ses pieds dans ma chambre, j'étais seule. Il est parti, il restait 5 minutes et c'est super violent en fait. Pour l'instant, j'ai pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plus une chance d'avoir un médecin qui nous écoute et qui comprend et qui est empathique plutôt que l'inverse. Là, pareil, j'ai la chance d'avoir un neurologue qui est vraiment sympa. Et on rigole parce que là, je dois faire des examens ailleurs et l'équipe médicale n'est pas franchement sympa, je lui ai raconté. Et puis il me disait que lui, quand il mettait sa blouse, il laissait ses problèmes derrière et qu'il était là pour les patients. Et je me dis, mais c'est tellement rare. Et ça fait tellement plaisir à entendre. Mais oui, c'est ça. C'est moi, la neurologue, donc le docteur Labac-Bragby, qui me suit, préfère faire des rendez-vous, des petites étapes, tous les 3 mois, pour réajuster, voir comment ça va, est-ce qu'on réajuste le traitement. C'est elle qui a été très à l'écoute parce que le traitement anti-épileptique que j'ai eu en sortie d'urgence était très, très, très invasif lui aussi. J'avais donc perte de sommeil, perte d'appétit, et j'en passe. Donc c'était assez compliqué quand même à gérer quand tu n'as pas faim et tu n'as pas sommeil. On t'avait prévenu que c'était des effets secondaires potentiels? Pas du tout. On m'a absolument pas prévenu là-dessus. Donc ça a été quand même assez compliqué. Des crampes au mollet, la nuit, terrible. Et donc du coup, je sortais de la clinique et j'ai forcé pour prendre rendez-vous avec elle, pour lui en parler. Elle a été très à l'écoute. Elle a dit on adapte, on change progressivement et on se revoit dans 3 mois. Et vaut mieux faire pour elle des petites étapes comme ça pour voir comment ça va plutôt que de se dire rendez-vous dans 1 an, vous conduisez pas, vous changez au fur et à mesure. Voilà, c'est une approche qui est quand même beaucoup plus intéressante, je trouve, selon moi, et qui aussi me dit psychologiquement, allez, j'ai une prochaine étape qui va être à court terme. Donc, c'est pas tiens bon, c'est il va se passer un truc. Il va se passer un truc, qu'il soit positif ou négatif, mais au moins il va y avoir quelque chose. C'est une échéance en fait, voilà. C'est une échéance et je trouve que c'est hyper important d'avoir des petites échéances. Bon, ça c'est aussi, dans mon tempérament, de me mettre des petites échéances au quotidien. Allez, dans 3 semaines, je me fais un petit voyage où il va y avoir tel événement ou tel truc. Et là c'est pareil en fait, c'est de me dire, il va y avoir des petites échéances qui te tiennent un peu en haleine. Et qui te font pas te dire rendez-vous dans 1 an. Je suis d'accord sur le système d'échéance. Moi, c'est un moment où je fais le point sur mon rapport à ce que j'ai, sur comment je me sens. Moi, je trouve que c'est presque un soin d'aller voir mon neurologue en soi. A priori, il va pas m'apprendre des nouvelles choses parce qu'il y a des rendez-vous qui se font sans examens médicaux, donc on va pas découvrir une poussée ou quoi que ce soit. Et c'est des moments où je me ressente sur moi et je me dis, comment est-ce que ça va? Comment tu te sens par rapport à tout ça? On prend le temps de parler et on rigole pas mal. Et c'est super important. Mais en tout cas, je ressors souvent de là avec un peu le cœur rempli de me dire, je continue à prendre soin de moi. Et c'est, en tout cas, je trouve, en ce qui me concerne, la bonne manière d'aborder les choses et ce qui me fait du bien. Non, moi j'espérais qu'elle me dise que je puisse reconduire. Mais je me garde cet espoir-là à chaque fois que je la vois. Justement, ça me tient en haleine en me disant mais si, allez, ça va le faire, tu vas y arriver, tu vas arriver à... Parce que là, avant chaque rendez-vous, donc tous les 3 mois, tu dois passer une IRM de contrôle. Là, j'en ai pas Qu'est-ce passé. qu'elle vérifie en fait? Là, j'en ai passé une avant de partir en vacances cet été, où elle m'a dit que je n'avais plus de séquelles neurologiques. Donc ça, c'était un gros soulagement juste avant de partir dans le sud-est, rejoindre mes amis les plus proches. Et du coup, là, j'ai pas passé d'examen. Je l'ai vu en début de semaine, il y a quelques jours, j'ai pas passé d'examen. Mais à chaque fois, je me dis, allez, elle va me dire, c'est bon, vous pouvez conduire. Mais il n'y a que moi qui me berce de 12 espoirs là-dessus, en fait. Mais je me dis que ça va le faire. Mais ça me tient en haleine. Donc, à chaque fois, je suis un peu déçue. Mais
Mais tu vois, enfin, c'est quelque chose qui te maintient, en fait, qui te tient en haleine. Et moi, je fonctionne un peu comme ça. Mais a priori, dans 6 mois, tu peux reconduire s'il n'y a pas de crise. C'est ça. Oui, donc tu as quand même... C'est long. Oui, bah j'imagine. Mm. Et du coup, tu te reposes sur ton entourage pour te déplacer Oui, j'ai la chance. Donc Thomas travaille sur le même site. On travaille tous les deux dans une technopole à Limoges. Donc on vit pas très très loin. Ce qui fait qu'on covoiturait déjà avant tout ça. On covoiturait déjà, sauf que c'est moi qui gardais la voiture pour faire des déplacements ensuite la journée. Là, c'est juste que les rôles sont inversés et que c'est lui qui garde la voiture. Donc on covoiture. Plus pour longtemps parce qu'il va avoir des évolutions au niveau de sa vie professionnelle. Mais je vais voir, je vais prendre les transports en commun un petit peu plus. Je suis à 20 minutes porte à porte, donc c'est vrai que de prime abord, c'est pas la contrainte. Mais je te dis, c'était pas la contrainte, je le prends de temps en temps, mais jusqu'à présent, il faisait jour, il faisait pas trop mauvais. C'était avec un temps plutôt ensoleillé. Là, c'est vrai que la pluie, le froid, la nuit, je pense que ce serait un petit peu plus contraignant, quoi. Oui, et puis le fait d'avoir une contrainte ou des limites, de toute façon, c'est ça. assez crispant C'est en ça. soi. De savoir qu'on peut pas faire quelque chose. C'est pas grave en soi de pas pouvoir conduire, mais c'est juste quand c'est pas un choix, c'est pénible. Oui, et tu t'en rends compte d'autant plus. Et est-ce que tu as d'autres limites? Je crois que tu m'avais dit que l'alcool. C'était sur la période anticoagulant et puis mais après tu prends de l'âge, enfin je prends de l'âge donc c'est plus pareil non plus, hein. Non, au-delà de ça, pour en revenir à la conduite, donc la chance que j'ai aussi, c'est d'avoir des parents qui sont très disponibles, qui feraient n'importe quoi pour leurs enfants et qui du coup, que je peux solliciter assez régulièrement. Je ne le fais même pas assez par rapport à leur disponibilité, enfin comment ils pourraient se rendre disponibles pour moi, parce que j'ai pas non plus envie d'être comment dire, trop dépendante, mais ça c'est le caractère. Mais voilà, à qui je peux demander quand je veux, quand je voudrais, comme je voudrais, il ferait n'importe quoi pour me soulager, quoi. Donc oui, ça c'est vraiment le seul point qui aujourd'hui est différenciant, on va dire. Moi, j'ai posé toutes mes questions puisque tu as répondu à tout avant même que je pose mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder? L'entourage. Je trouve que l'entourage, comme je te le disais, moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage très présent, particulièrement Thomas, qui est incroyable, qui a été et qui est incroyable, parce qu'il arrive à anticiper maintenant, à être là au quotidien, sans être trop intrusif, à me laisser aussi de la liberté en quelque sorte, mais un espace pour moi, ou à me laisser faire en fait. L'entourage, c'est quelque chose qui pour moi est assez important parce que quand n'importe quoi arrive à quelqu'un, c'est vrai que tu vas pas penser forcément à l'entourage de prime abord. Sauf que l'entourage proche, moi je vois en l'occurrence Thomas, il a tout pris dans la tronche, quoi. Sa femme qui est hospitalisée, en plus, contexte Covid, comme je te le disais, et puis pas rien, il s'est retrouvé, je veux pas parler pour lui, mais il s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, mais est-ce qu'elle va survivre? Littéralement. Et ouais, il a tout pris dans la tronche, et pour le coup, et en plus, comme je te le disais tout à l'heure aussi, à avoir les gens qui l'appellent lui, parce que les gens osent pas forcément m'appeler. Donc ouais, c'est assez impressionnant comme l'entourage doit être bien bâti, quoi. Assez solide, comme on dit dans le sport, assez solide sur ses appuis. Et ouais, moi je suis assez bluffée, et je pense que c'est quelque chose dont il faut parler aussi. La place de l'entourage et l'entourage de l'entourage, comment on entoure cet entourage justement, comment on est là pour lui, juste pour pas qu'il soit défaillant. C'est pas être défaillant vis-à-vis de la personne qui a une pathologie, à qui il arrive quelque chose, mais plutôt défaillant pour elle-même en fait, que ce soit trop lourd, que ça fasse trop à porter. J'en discutais avec quelqu'un que je connais il y a quelque temps qui a une pathologie invisible également,
Et ça a été compliqué avec son conjoint parce que lui n'arrivait pas à comprendre cette pathologie invisible. Je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas où ils en sont, mais je sais que ça a été assez difficile, justement pour cause d'incompréhension aussi de l'entourage. Oui. Et justement, je pense qu'il y a un sujet effectivement de comprendre ce que l'autre ressent physiquement ou mentalement en lien avec la maladie ou le handicap. Et il y a un sujet où l'entourage se fatigue aussi. C'est éprouvant d'accompagner quelqu'un, de le soutenir. Est-ce que Thomas t'a partagé lui ce qu'il a ressenti? Parce que, enfin, tu l'as dit, il a géré les interactions avec les autres pour les tenir au courant. Il a dû avoir très très peur. Puis ensuite, peut-être, il a dû te voir dans le déni et lui, peut-être faire un peu le dos rond pour t'accompagner là-dessus sans te brusquer. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il m'a pas dit au début parce que je pense qu'il n'a pas voulu me faire un peu plus peur. C'est que quelques mois après qu'il m'a expliqué qu'il avait eu peur que je meure, quoi. Puisqu'il n'a pas voulu me le dire tout de suite, justement pour pas m'effrayer, je pense. Et oui, comme tu l'as très bien résumé, sur l'accompagnement dans le déni, justement, il a été là, étape par étape, à essayer d'infuser, justement pour que je prenne conscience, mais pour autant être là au quotidien, quoi. Non, vraiment, l'entourage, je pense que c'est très, très important. Et au-delà donc, de Thomas qui partage ma vie, enfin voilà, j'ai des amis, des proches qui partagent ma vie également et qui ont été là aussi à leur façon. Et j'ai découvert en fait des gens. J'ai découvert des gens dont j'étais pas particulièrement proche ou même des gens que je connaissais dans un contexte professionnel qui m'ont fait halluciner, mais dans le bon sens du terme, tellement ils ont été là, tellement... Je pense à Fred, par exemple, qui voulait venir me voir à l'hôpital. Je lui dis non, c'est priorité à Thomas. Mais qui me dit bon, bah vas-y, on fait une visio et tout, justement pour me changer les idées, en fait, et plein d'autres. Je repense aussi dans un contexte professionnel à Baptiste, qui travaille avec moi, qui, lui, a profité, entre guillemets, d'une visite à l'hôpital, enfin, avait un rendez-vous médical, et qui en a profité pour faire un passage éclair du côté du service neurologie pour m'amener des chocolats au nom de toute l'équipe. Alors là, je me revois en plus dans cette situation où, comme je te le disais, une visite par jour pendant 1 heure maximum. Donc Baptiste étant venu à l'improviste, qui plus est, mon quota était foutu. Et avec du personnel soignant qui m'ont dit non, mais on sera entre deux services. Donc le service du matin, le service du soir, on ne sait pas, on n'a rien vu. Voilà. Et après, dans un contexte purement personnel, ouais, des proches qui ont été là, chacun à leur façon, et dont je suis très, très, très reconnaissante également parce qu'ils m'ont permis aussi de tenir moralement, quoi. De m'envoyer des conneries sur les réseaux, de me partager des vidéos, je les revois. C'était l'inauguration d'un resto, dont un de mes amis était devenu manager, et ils étaient tous là à cette soirée. Au début, j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir être là, parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu partager avec eux. Thomas était là, et ils ont fait des vidéos. Ils faisaient la fête, ils ont fait des vidéos, ils me les ont envoyées. Et après, je me suis dit, ok, non, bon, oui, t'es dégoûté parce que tu peux pas être là. Mais d'un autre côté, regarde, ils t'envoient des vidéos, ils pensent à toi. Et ça, c'est cool, quoi. Ou à m'envoyer d'autres choses, du divertissement comme ils savent si bien le faire. Et ouais, ça, je leur en suis très, très reconnaissante aussi. C'est hyper important. Mais oui. Mais c'était dans le premier épisode, donc j'avais interviewé un ami à moi qui s'appelle Thibaut, et il y avait une 3e personne dans la pièce qui s'appelle Laurent et qui est un ami commun, et qui découvrait ce jour-là qu'on avait tous les deux une maladie, donc Thibaut une maladie génétique et moi une maladie neurologique, et on lui a proposé de nous poser une question. Donc il n'avait pas préparé sa question et il disait mais comment être là sans être intrusif? Comment me montrer que je m'intéresse à vous sans pour autant à chaque fois ramener le sujet de comment ça va ta santé, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Waouh, c'est une vraie question. C'est assez difficile de pouvoir y répondre. Je pense que ça dépend du tempérament de chacun. Et comment chacun réagit à ça.
quel est le rapport que chacun peut avoir avec la maladie en fait. Comme je te le dis et comme tu l'as entendu, moi j'ai pas de difficulté à en parler, même si c'est vrai que des fois ça revient beaucoup, où tu as envie de dire ça va, tout roule, vraiment. Et c'est vrai en plus, au quotidien ça va quoi, outre les 2-3 bricoles dont j'ai pu parler, ça va. Mais t'as des gens qui vont être beaucoup dans le pathos, ou qui vont beaucoup s'appesantir sur leur sort. Des fois, tu n'oses même pas leur demander comment ça va parce que tu sais que ça va être difficile ou que ça va mettre les gens dans une situation complexe. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend du tempérament de chacun. Donc, j'ai pas vraiment de réponse à la question. Nous, ce qu'on avait répondu à l'époque, ce qui nous importait, c'était de savoir que l'autre était là et qu'on pouvait le solliciter s'il y avait besoin, et ça suffisait en fait. T'as entièrement raison. C'est juste, je sais que vous êtes là, je sais que la MIF est là, je sais que les affreux sont là et d'autres, mais je sais que je peux juste envoyer un message et que pas forcément envoyer un message, mais parler et juste savoir qu'ils sont là, ça suffit, ouais. Et ce que je trouve cool dans ce que tu racontes, là, les vidéos en soirée, c'est qu'en fait, c'est important de rester spontané aussi. C'est pas parce que toi, t'étais hospitalisée ou que tu pouvais pas venir à la soirée que ça t'a pas fait plaisir de voir qu'on pensait à toi. Ouais, c'est ça. Je les revois faire des vidéos, pas à dire Popo, on pense à toi et tout. Non, faire des vidéos, d'une soirée normale en fait. Et ouais, juste ne serait-ce que de me les envoyer, ça m'a fait plaisir quoi, de me dire ok, je vis le truc aussi un peu avec eux et pas être dans le pathos. Et ça, c'était aussi hyper important quoi. Faut avancer, faut avancer. Show must go on, comme on dit. Merci Marie-Pauline de t'être prêtée au jeu et de nous avoir partagé ton rapport au monde enthousiaste, dynamique et plein d'amour pour tes proches. Je croise les doigts pour que ta neurologue valide enfin ta capacité à conduire à nouveau. J'espère également que cet entretien vous aura apporté une dose de bonne humeur. Il m'a personnellement requinqué. Cet épisode vous a plu, vous souhaitez réagir, écrivez-moi sur le compte Instagram de l'Anomalie pour me partager vos retours, qu'ils soient positifs ou plus circonspects. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes d'humeur à déplacer des montagnes, n'hésitez pas à attribuer une note ou un commentaire au podcast, cela m'aidera beaucoup. L'Anomalie est un podcast autoproduit par mes soins, entièrement conçu et imaginé entre Ménilmontant et le canal de l'Ourcq à Paris. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.